Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Histoire et de Découverte. Dans cette émission, nous allons revenir sur l'un des raids israéliens les plus audacieux. Une opération militaire sur le papier absolument improbable, mais qui est restée comme l'une des actions les plus héroïques d'Israël, le raid sur Entebbe. Surprise, audace, efficacité, voici les trois adjectifs que nous évoque la réussite de cette opération menée dans le plus grand secret par les Israéliens. Une opération menée par des commandos qui, en Ouganda, auraient pu sortir d'un roman d'aventure. Replongeons-nous dans le passé. Nous sommes le 27 juin 1976. L'Airbus d'Air France qui assurait la liaison Tel Aviv-Paris est détourné par un commando pro-palestinien vers l'aéroport international d'Entebbe, près de Kampala. Amin Dada, qui avait coupé tout lien avec Israël, avait autorisé l'avion à se poser sur le sol ougandais. Mais dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976, à la surprise générale, 200 soldats israéliens intervenaient pour libérer les otages. Alors pour Israël, cette opération a été réalisée dans une attitude de vigilance permanente. Le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, avait d'ailleurs déclaré que ce raid serait inscrit dans l'histoire militaire. La légende et la tradition nationale, un exploit militaire qui met fin à la politique de détournement d'avions comme moyen de lutte contre l'État hébreu. Rappel des faits tout de suite avec Patrick Cohen. Le 27 juin 1976, le vol Air France 139, assurant une liaison Tel Aviv-Paris, décolle d'Athènes après une escale. Peu de temps après le décollage, 7 membres d'une guérilla pro-palestinienne détournent l'avion transportant 258 passagers et 12 membres d'équipage. Parmi les preneurs d'otages, 2 membres du Front populaire de libération de la Palestine et 2 Allemands, membres des cellules révolutionnaires. Les terroristes forcent le pilote à mettre le cap sur l'Afrique. Après un refus du Soudan, c'est l'Ouganda qui accueillera l'avion. Une fois au sol, les négociations commencent, en premier lieu entre les terroristes et le président Idi Amin Dada. Si 53 prisonniers palestiniens ou pro-palestiniens ne sont pas libérés, ils menacent de faire exploser l'avion. Après des négociations avec le président ougandais, 47 otages sont libérés le 30 juin et 101 autres le 1er juillet. Israël, qui ne négocie jamais avec les terroristes, se montre pourtant au début très collaboratif avec les ravisseurs. Mais le 1er juillet, les premières propositions sont refusées. 2 jours plus tard, dans la nuit du 3 au 4 juillet, un commando de troupes d'élite israélien prend d'assaut l'aéroport d'Entebbe afin de libérer les otages désormais parqués dans l'aéroport. Préparée dans le plus grand secret, la mission consiste à acheminer 4 avions de transport Hercule C-130 de l'armée de l'air israélienne. Yonatan Netanyahu dirige 35 commandos des Sayeret Matkal. Il est abattu à l'approche du terminal dans lequel se trouvent des otages. Mais rapidement, les tireurs d'élite neutralisent des terroristes et des soldats ougandais et par erreur, 2 otages. Le commando victorieux repart en Israël avec les otages et les membres d'équipage. Cette opération éclair qui provoque éloges et critiques laisse les dirigeants du monde interdits face à la spectacularité de la mission. Eyal Borz, bonjour. Jean-Michel Trévez, bonjour. Merci à vous d'être avec moi en plateau aujourd'hui pour parler de cette affaire Entebbe. Vous avez d'ailleurs réalisé un magnifique documentaire, Vivre ou mourir, à Entebbe. J'ai eu beaucoup d'émotions à regarder ce documentaire. Et d'ailleurs, Eyal, vous avez choisi un angle particulier puisque vous avez choisi de suivre Yonatan, de la famille de ce Jean-Jacques Mimouni, ce petit jeune homme très beau, qui faisait partie justement des otages à Entebbe. Pourquoi vous avez choisi cet angle-là ? Premièrement, Yonatan a étudié avec moi à l'université et c'était très important quand on fait un documentaire d'avoir accès au personnage. Donc, parce que c'était mon ami, j'avais accès à des gens qui n'avaient jamais été interviewés avant, qui n'avaient jamais été exposés. Et j'aime prendre un angle différent
quand on parle d'événements historiques, pour montrer ce qui s'est passé dans l'ombre, pour montrer les petites histoires, pour les rendre plus humaines, pour les rendre plus croyables. Donc c'était important pour moi de prendre cette grande histoire et de la prendre du point de vue des gens simples. Oui, alors Jonathan, c'est vrai que c'est un prénom qui est particulier, n'est-ce pas Jean-Michel? Puisque Jonathan, c'est aussi le nom qu'on a donné à cette opération Entebbe, mais aussi opération Jonathan, parce que c'était le frère aîné du Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou. Yoni Netanyahou est né le 13 mars 1946 à New York. L'histoire de sa famille est déjà ancrée dans la création de l'État d'Israël. Les grands-parents paternels de Yoni se sont installés en Palestine en 1920. Les grands-parents maternels de Yoni sont venus des États-Unis en Palestine en 1911 et ont élevé leur famille à Petar Tikva. En 1946, les parents de Yoni, Ben Sion et Sela, travaillent depuis les États-Unis pour la création d'un État juif au nom de la nouvelle organisation sioniste. Peu de temps après que Yoni ait eu 2 ans, ses parents sont retournés dans leur patrie, maintenant l'État d'Israël, nouvellement créé. Il effectue ses études universitaires aux États-Unis dans lesquelles il excelle, tout comme dans le sport. En juin 1964, il retourne en Israël après avoir obtenu son diplôme. Il effectue son service militaire obligatoire, puis se porte volontaire pour intégrer l'unité parachutiste. Superbe soldat, il est envoyé à l'école de formation des officiers, dont il sort premier de sa classe. En mai 1967, le monde arabe a ouvertement déclaré son intention de détruire l'État d'Israël. La guerre est imminente et Yoni est mobilisé en tant que réserviste. Il participe aux batailles dans le Sinaï et le Golan et sera touché au bras en voulant aider un soldat blessé. En 1967, Yoni épouse sa petite amie de longue date, Touti. Il étudie un temps à Harvard puis s'inscrit finalement à l'université hébraïque de Jérusalem. Au milieu de l'année scolaire, il décide de s'engager à nouveau dans l'armée et devient membre de la même unité que ses frères, Benjamin et Ido Netanyahou, la Sayeret Matkal. Il participe à la guerre de Kippour en octobre 1973. Après la guerre, il reçoit la médaille du service distingué pour avoir sauvé le lieutenant-colonel Yossi Ben Hanan. C'est finalement lors de l'opération Entebbe que son destin va se sceller. Il est tué par balle quelques minutes après le début de la mission. Yoni Netanyahou est enterré dans le cimetière militaire de Jérusalem au mont Herzl le 6 juillet. Des foules énormes ont assisté aux funérailles ainsi que des hauts fonctionnaires. Les lettres écrites par Yoni, retrouvées après sa mort, témoignent d'une profondeur et d'une poésie incontestables. La mort, c'est la seule chose qui me dérange. Elle ne me fait pas peur, mais elle m'intrigue. Elle ne m'effraie pas, car je ne donne pas beaucoup de valeur à une vie sans idéal. Et si je dois sacrifier ma vie pour réaliser cet idéal que je me suis fixé, je le ferai avec joie. Il a une histoire particulière, hein, le frère aîné de Netanyahou. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Yoni Netanyahou, il était à la tête de l'unité qui devait faire l'opération et surtout relâcher les otages dans l'immeuble de l'ancien terminal de l'aéroport. Donc, c'est lui qui a monté l'attaque et l'opération, et il était aussi à la tête de la ligne des soldats, donc il a été tué au début de l'opération. Oui, au tout début de l'opération. Alors ce Jean-Jacques Memouni Eyal, c'est vrai que c'est un jeune homme particulier, on l'a dit tout à l'heure, il se baladait jamais sans sa guitare et puis son sac marron, et vous nous plongez à l'intérieur de cette famille qui est encore rongée des années plus tard par le chagrin. On a l'impression qu'ils ne se sont jamais remis de la perte de cet enfant. Dans tous les documentaires que j'ai faits, j'ai toujours ressenti que pour ces gens, le temps s'arrête quand ils perdent un être aimé. Et peu importe combien d'années passent depuis ce qui s'est passé, pour eux, le temps s'arrête. Et dans cette famille, surtout parce qu'ils n'en ont jamais parlé et parce qu'ils n'ont jamais été vus en public, c'était comme quand je les ai interviewés, j'ai eu l'impression que c'était la première fois qu'on leur donnait l'opportunité de parler. Donc c'est comme si vraiment cette histoire qui est tellement tragique, dans cette histoire, c'est tellement incroyable. C'est un très grand conflit et je crois que c'est pour ça qu'il y a autant d'émotions. Oui, ce raid, c'était le raid de l'improbable, Jean-Michel Treves?
Oui, c'était une opération vraiment remarquable. Elle est toujours considérée comme l'une des opérations militaires les plus brillantes du XXe siècle. Et prendre 4 Hercules et faire un trajet de 4000 km, surtout à cette époque où il n'y avait pas la possibilité aussi d'arriver avec le plein d'essence, et puis attaquer avec faire de sorte qu'il y ait une surprise, et aussi monter le coup avec une Mercedes, comme si c'était Idi Amin qui allait rendre visite aux otages. Et c'est un scénario hollywoodien. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, sur la chronologie de ce raid. Donc, nous sommes le 27 juin, et là, un avion qui devait partir pour Paris et détourner à Athènes. Entre dans cet avion des terroristes. Visiblement, ces terroristes se connaissaient bien. Ils avaient préparé le coup. Vous, dans votre enquête, qu'est-ce que vous avez découvert sur eux, Eyal ? En fait, j'ai réussi à connaître un ami du terroriste allemand qui vivait en Amérique du Sud et qui correspondait avec moi. Nous parlions ensemble et c'est pour ça que je peux faire apparaître ces notes dans le film. Et il m'a donné des détails sur les motifs des terroristes, surtout l'allemand. Donc peut-être que ce terroriste-là était plus compréhensible que ce qui s'était passé du côté des terroristes palestiniens. Donc pourquoi ils ont collaboré avec les Palestiniens. Et lui, cet ami du terroriste allemand, était vraiment... ce terroriste-là était très idéaliste. Il croyait vraiment à l'unité de tous les gens qui étaient faibles par rapport aux gens forts. Il était trop idéaliste. C'est comme là qu'on me l'a présenté. Mais je ne me suis pas concentrée sur ça dans le film. Moi, je me suis concentrée sur les otages. Mais pour moi, c'était important d'essayer de comprendre pourquoi l'Allemand avait participé à ce kidnapping. Alors justement, ce documentaire, Jean-Michel, c'est quand même un mélange de genres. Il y a des images historiques, il y a beaucoup d'interviews et il y a beaucoup d'inédits quand même. C'est pour ça que vous avez décidé de le produire ? Je trouve que tout l'ensemble du sujet, et puis c'est quand même un sujet qui a été touché montré à travers des films fiction. Et quand on fait un film documentaire aussi, c'est un moyen d'entrer vraiment dans les faits réels et pas vraiment en faire un film Hollywood. Et c'est un film Parce qu'on parle de film Hollywood, mais vous, Eyal, vous ne vouliez absolument pas de reconstitution. C'est un parti pris. Pour moi, quand on peut découvrir la vérité et des vraies vérités, je pense que le documentaire est le meilleur format. Et il y a une limite quand on reconstitue des événements historiques. Mais quand on rencontre les personnes qui étaient là, en fait, il y a une limite en fait dans la réalité. On peut presque sentir ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas de reconstitution. Mais c'était une... Il y a eu beaucoup d'événements et ça, c'était vraiment la meilleure façon de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on va parler de Yitzhak Rabin, qui était donc à l'époque le Premier ministre de l'État d'Israël, Jean-Michel Trélez. Alors, il a appliqué la politique israélienne. On ne négocie pas avec les terroristes. Pourtant, Israël a essayé quand même au début de négocier. Il met au point ce raid qui est complètement improbable. Il avait des chances d'échouer quand même. Il risque gros, Yitzhak Rabin, à l'époque. Exactement. Et puis même... il a dit à son conseiller que s'il y a 25 morts pendant cette opération, il démissionnera. Et il a vraiment pris une chance. C'est vraiment comme à la loterie. C'était vraiment un grand risque. Mais ça faisait partie de la politique. Et surtout que c'était une période où il y avait beaucoup d'avions détournés. Donc il ne fallait pas céder aux terroristes. Et pour lui, d'ailleurs, il avait déclaré à l'époque que s'il y avait plus de 25 otages tués, c'était une opération qui, pour lui, en tous les cas, aurait été ratée. On va parler aussi du rôle d'Ehud Barak. C'est lui qui est chargé de préparer cette opération. Alors, à l'époque, ce qu'il ignore, Ehud Barak, c'est que les Ougandais sont impliqués dans cette histoire. Et là, Eyal, quand il s'en rend compte, il se dit qu'il va falloir préparer une opération d'une grande envergure.
C'était une partie très importante de l'histoire. Attendre de comprendre comment les Ougandais étaient impliqués et comment, évidemment, cela a influencé le plan de Barak. Quand ils ont découvert que l'Ouganda était impliqué, ils ont compris qu'il fallait plus qu'un seul avion, qu'il fallait une véritable opération d'envergure. Et il s'agissait de détruire un quart des forces de l'air ougandaises. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu une guerre entre l'Ouganda et le Kenya, parce que le Kenya faisait office de base de ravitaillement. Donc il y a eu une guerre entre les deux pays. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu de ravitaillement, il n'y aurait pas pu avoir d'opération Entebbe. Et donc quand ils ont découvert que s'il n'y avait pas eu le Kenya, il n'y aurait pas eu d'opération. Oui. J'aimerais qu'on parle de l'attitude de la France. Alors la France, à l'époque, ne voulait que négocier, ne voulait pas entendre parler de voie militaire. Alors c'est vrai que ça a été très controversé, la position de la France. Mais il y avait un équipage français qui était absolument incroyable. Ils n'ont jamais laissé leur équipage. Il faut le signaler quand même. Bien sûr, c'était Michel Bacos qui était le pilote et il était à la tête de l'équipage. Il a convaincu tout son équipage de rester avec les otages et ne pas les quitter comme une famille. Et ça a quand même encouragé les otages qu'ils ne sont pas abandonnés parce que finalement c'était seulement les Israéliens qui sont restés otages après que la plupart ont été relâchés, oui. Tous les non-Israéliens. Et ça a quand même... c'est un héros, quoi, c'est le pilote. Oui. Alors, on va parler de l'assaut des Israéliens. Ils arrivent, ils sont en Ouganda, alors ils vont voler très bas, comme ça, pour éviter de se faire repérer. Et là, les otages entendent une avalanche de tirs. Rappelez-nous les faits, s'il vous plaît, Eyal. C'était une surprise totale. La plupart des otages pensaient que leur heure était venue, que les négociations avaient échoué et que le bruit des tirs qu'ils entendaient, c'était les Ougandais et les terroristes qui leur tiraient dessus et que les négociations avaient échoué. Donc ça a été vraiment une grande surprise. Et toute l'opération a été basée sur ces quelques secondes de surprise, non seulement pour les terroristes, mais aussi pour les otages qui ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. C'était vraiment la base de l'opération et ça ne s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire. Oui, alors on va reparler de Jean-Jacques Mimouni. À cette période-là, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, on demande aux otages de rester à terre et lui, visiblement, n'a pas obéi aux ordres, il s'est relevé, je ne sais pas pour quelle raison, et c'est comme ça qu'il a été tué. Il y a eu beaucoup de récits, mais le récit que moi j'ai choisi de raconter m'a été raconté par un soldat qui est arrivé dans le terminal où étaient les otages. Et la théorie qu'il m'a donnée, il m'en donnait plusieurs. C'est que la première, c'est que Jean-Jacques n'a pas compris les instructions et il s'est levé, il a été tué. Il y a une autre théorie qui a été évoquée, c'est qu'il était près d'un terroriste qui a été tué et c'était un jeune homme, il avait 19 ans et il a vu un terroriste qui a été tué juste à côté de lui, donc ça a été naturel pour lui de s'écarter du terroriste pour ne pas être tué, et donc c'est pour ça qu'il s'est levé et qu'il a été tué. Oui. Alors on a parlé justement de la complicité d'Amin Dada en Ouganda, c'était finalement une trahison pour Israël parce qu'il y a eu des relations, même si c'était des relations qui étaient un petit peu compliquées, il y avait des vraies relations entre l'Ouganda et Israël, mais il y a eu quand même des complicités en Afrique, notamment au Kenya, Eyal. Les Israéliens avaient des relations avec l'Ouganda depuis longtemps. Ils entraînaient leurs parachutistes depuis longtemps. Et bien sûr, l'armée israélienne se servait de cette relation pour connaître ce qu'il se passait et savait. Et pendant la semaine de l'opération, il y a eu des Israéliens qui ont appelé Amin Dada directement et qui lui ont dit qu'il fallait que rien n'arrive aux otages. Mais
Hamid Nada était un opportuniste et il faisait tout ce qui était bien pour lui. Donc ils savaient et ils ont très vite compris qu'il collaborait à ce détournement d'avion et qu'il avait accepté d'avoir ces terroristes dans son pays. Donc il y a eu d'un côté la trahison, mais de l'autre côté le fait qu'ils savaient, qu'ils connaissaient bien Amin Dada, et donc ça leur a permis vraiment de réussir cette opération. Oui. Donc en fait, tous les otages embarquent, ils atterrissent donc au Kenya, où une antenne chirurgicale est là, est prête pour soigner ces otages, et ils reviennent en Israël. On peut dire qu'Yitzhak Rabin a réussi son coup. Il avait beaucoup de pression, justement, des parents des otages, qui voulaient absolument une négociation pour ne prendre aucun risque, justement, vous l'avez dit. Les otages arrivent à l'aéroport, les parents sont là, et puis là, il y en a qui manquent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on leur dit aux parents qui viennent récupérer leur famille? Et les familles sont manquantes. Donc la famille de Jean-Jacques Mimouni, effectivement, pensaient qu'ils allaient accueillir leur fils. Et puis les parents ont appris assez vite, on leur a informé que leur fils a été tué pendant l'opération. Donc c'était un choc total. Et à l'époque, on ne savait pas vraiment comment prévenir, etc. Et en plus, quand son père a vu le corps et il a vu qu'il était transpercé de balles, et parce que la version qu'on lui a tout de suite dit, c'est qu'il était mort d'une attaque d'asthme. Et finalement, oui. On lui a dit qu'il avait une crise d'asthme, en fait, son fils. Et quand il a découvert le corps, il était criblé de balles. Et là, c'est le véritable drame, Eyal. Si ça s'était passé en 2021, la famille aurait su tout avant que l'avion n'atterrisse. Mais à cette époque-là, cette année-là, il y pour un facteur temporel. Apparemment, l'armée avait envoyé des messagers pour aller dans les familles des parents dont les enfants ou dont les proches avaient été tués. Mais à cette époque, avant que les personnes arrivent pour prévenir les parents étaient déjà en route pour l'aéroport. Donc c'était vraiment très triste parce qu'il fallait que quelqu'un vienne et leur dire que c'était une information erronée et ça a créé des situations où ils n'avaient pas eu la bonne information et je ne pense pas que c'était une mauvaise intention de leur part, mais il y avait une tendance à oublier un peu et à laisser dans l'ombre ces petites histoires au profit des grands succès. Ouais. Vous trouviez que c'était justice, justement, de parler de ce jeune homme? Je crois que c'est lui rendre justice et rendre justice à l'histoire, de parler de l'aspect humain des événements. On a tendance à regarder les choses de manière générale, mais parfois on a tendance à oublier que c'était des événements humains, qu'il y avait des humains qui étaient impliqués, et quand des humains sont impliqués, il y a parfois des fautes et des problèmes. Et quand on montre ces problèmes, on rend justice à ces personnes. Parce qu'en fait, ça rend les événements plus crédibles. Et pour la famille, bien sûr, comment est-ce qu'on peut résumer cette opération sans parler des familles qui vivent encore aujourd'hui sans leurs proches, sans leurs enfants qui ont été tués? Pour eux, cette opération, elle symbolise quelque chose d'autre. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est de rendre l'image complète. Ce n'est pas juste un mythe. Oui, alors justement, vous parlez de l'image complète, vous avez raison de le dire, parce qu'on fait aussi la connaissance d'un soldat qui a été blessé pendant cette opération, qui a été handicapé toute sa vie, et lui, il avait terminé son service. Mais quand il a entendu parler justement de ce raid, il a dit « moi, je veux le faire aussi ». Et on voit ce soldat, et c'est lui qui parle dans votre documentaire, avec le pilote de l'avion. Ils ont gardé des rapports très proches, même des années après. Michel Bakos est mort récemment, mais avant qu'il ne meure, il était toujours en contact avec ce soldat dont vous parlez. Et
Bien sûr, la chose qui est importante à propos de ce soldat n'est pas seulement qu'il a participé à cette opération à la dernière minute, mais c'était qu'il a été très blessé et qu'il était complètement handicapé. Donc c'était vraiment important pour moi de montrer aussi d'autres personnes qui ont participé à l'opération, qui en ont souffert, pour qui l'opération... je voulais pas seulement parler des gens qui sont morts, qui ont perdu des proches, mais je voulais aussi parler de ceux qui ont été torturés, qui ont été blessés, des gens qui ont été handicapés après ça et qui ne pouvaient plus marcher après l'opération. Et c'est aussi très important pour compléter l'image totale de rendre ça, et ça permet aux familles qui ont des proches qui ont perdu des proches, ça leur permet de s'ouvrir et de pouvoir en parler et de pouvoir parler de ce soldat qui est devenu un héros pendant cette opération. Donc ça, encore une fois, ça fait partie de l'autre face de l'histoire, de montrer l'autre aspect de l'histoire. Dont on ne parle pas assez. Merci beaucoup Eyal, merci à vous Jean-Michel d'être venu aujourd'hui pour parler de cette histoire et